Bon, bonjour à tous. Alors je vous propose de commencer en attendant que les derniers trouvent une place. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter David Todd. Alors David Todd qui est présenté parfois dans la presse française comme un historien britannique. Ça doit te plaire. Alors c'est un chercheur bien de chez nous, hein, je vous rassure. Alors un pur produit, j'allais dire un pur produit, non, parce qu'en fait David, avant d'être nommé assez récemment l'année dernière professeur des universités à Sciences Po Paris, donc en 2021, a officié en Angleterre, à Londres, au King's College pendant de nombreuses années, et auparavant même tu as soutenu ta thèse à l'université de Cambridge, et donc j'insiste là-dessus, sur ce parcours britannique, parce que je crois, je vais faire vite, hein, parce qu'on a déjà, on commence un peu en retard. Ce parcours britannique permet peut-être de comprendre le point de vue que tu adoptes, un point de vue singulier sur l'histoire contemporaine française, qui s'opère en grande partie à l'aune de l'historiographie britannique. Hein, donc à la fois à travers des comparaisons entre la France et la Grande-Bretagne, l'Empire français et l'Empire britannique, et puis cette grande maîtrise de ces deux massifs historiographiques que tu as depuis de nombreuses années. Ça t'a permis, en fait, depuis presque 20 ans, d'effectuer un certain nombre de pas de côté par rapport aux historiennes et aux historiens français, en l'occurrence. Premier pas de côté, à l'occasion de ta thèse, hein, qui est à l'origine de ton premier livre, intitulé « L'identité économique de la France ». L'identité économique de la France, sous-titré « Libre-échange et protectionnisme ». C'est un livre qui s'intéresse au premier 19e siècle, entre 1815 et 1852, enfin disons au début du Second Empire, et tu étudies l'émergence et la montée en puissance d'une nouvelle culture, une culture protectionniste, qui en France eh bien, va séduire très largement à gauche comme à droite de l'échiquier politique, au point qu'en fait, au milieu du 19e siècle, on observe une disjonction entre d'un côté le libéralisme politique et de l'autre le libéralisme économique. C'est très intéressant parce qu'il y a là une spécificité française en Grande-Bretagne, comme tu le dis bien, il y a une identité entre ces deux formes de libéralisme et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, par exemple, des mouvements d'extrême droite en France soient à la fois autoritaires, réactionnaires et promeuvent un libéralisme, voire un ultralibéralisme économique. Donc ce premier livre important paru chez Grasset en 2008, à ce moment-là, a éclairé d'une nouvelle lumière, disons, les débats d'alors sur les relations entre mondialisation économique et culture démocratique. Et en fait, tu t'es consacré ensuite, dans les années qui ont suivi, à la France dans le monde, à la présence de la France dans le monde. Alors, on est dans les années 2010. À ce moment-là, David navigue entre la France, enfin plutôt la Grande-Bretagne et la France. Et à ce moment-là, en France, beaucoup d'historiennes et d'historiens s'intéressent à l'empire colonial français, hein, c'est-à-dire à l'appropriation territoriale, hein, outre-mer, en Afrique, en Asie, etc. Et à juste titre, ils s'intéressent à cette question qui avait été un peu oubliée pendant quelques années par les chercheurs et les chercheuses. Et là encore, tu fais un pas de côté en t'intéressant non pas à cette question du colonialisme au sens traditionnel du terme, tu vas revenir sur ces questions en détail, mais en te focalisant sur une autre forme de présence, une autre forme de domination culturelle, économique, financière, militaire aussi et politique, l'impérialisme informel. Et donc c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le sujet de ton livre, L'Empire de velours. Et donc David va vous présenter d'abord son livre, et puis ensuite nous pourrons discuter, vous pourrez lui poser des questions et faire des remarques à la suite de cette présentation. Voilà. Merci beaucoup aux organisateurs et merci à Pierre pour sa présentation beaucoup trop élogieuse. Hein. Le livre est publié dans une collection dirigée par Pierre, donc il a un point de vue. Mais merci beaucoup quand même, c'était très gentil. Pardon aussi pour le titre un peu
cocardier, comment la France a façonné le monde au XIXe siècle. En fait, le message de ce que je veux dire aujourd'hui est moins chauvin que le titre ne le suggère. Je pense que c'est un peu plus subtil. C'est vrai que d'un côté, j'aimerais un peu réévaluer la contribution qu'a pu faire la France à la formation du monde contemporain, en particulier au XIXe siècle. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire que cette contribution est toujours très bénigne ou bienveillante. D'accord ? C'est aussi un livre sur les méfaits dont s'est rendue coupable la France au XIXe siècle pour les remettre en exergue. Et la façon dont la France même a pu inventer des formes d'exploitation impériale appelées à jouer un rôle important jusqu'à nos jours. Donc pour le dire un peu plus simplement, je pense que sur l'attitude, ce que ça veut dire par rapport à la France, je pense que c'est, s'ils prenaient le temps de le lire, ce qui n'aura pas lieu, je pense que c'est un livre que à la fois Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon pourraient y trouver des choses qu'ils aiment, d'accord ? Mais je pense qu'ils n'aimeraient pas vraiment le livre ni l'un ni l'autre, au total. Ensuite, pour comprendre ce que j'ai à vous dire, ça vient d'être évoqué par Pierre, et pour comprendre d'où vient le livre, c'est vrai que c'est important de tenir compte, de dire deux mots sur mon parcours. Non, je ne suis pas britannique, Pierre a raison. Parfois, mais c'est vrai que parfois on me dit vous avez vraiment un très bon accent français, etc. Non, je suis français, mais j'ai quand même passé donc 20 ans et j'ai fait en Angleterre, et surtout j'ai reçu toute ma formation d'historien en Angleterre. Donc bien de chez vous, Pierre, je ne suis pas absolument sûr, au sens où je ne me sens pas toujours chez moi dans l'historiographie française. Donc, je suis français, mais je ne me perçois pas vraiment comme un historien français, de facture française. Et donc, cette histoire du monde anglophone, c'est important pour comprendre d'où je viens, et d'où vient surtout ce livre, parce que dans le monde anglophone, quand j'ai fait mes études ou quand j'ai enseigné et fait de la recherche, il y avait une tendance très très lourde, en particulier en histoire du XIXe siècle, qui tournait plutôt autour de cette question, comment est-ce que la Grande-Bretagne et son empire ont façonné le monde, en particulier au XIXe siècle. Alors l'exemple, on pourrait prendre d'autres, mais l'exemple le plus connu, c'est le bouquin de Niall Ferguson, en fait un Écossais, qui a fait une carrière... un historien à très grand succès, qui maintenant est basé aux États-Unis, et donc notamment avec ce livre sur, vous voyez, le titre de la conférence reprend un peu ça, Empire, How Britain Made the Modern World. Vous voyez, il y a plein d'éditions, même un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube, que je vous recommande parce que c'est assez impressionnant pour le coup de chauvinisme britannique. Il y a aussi une édition américaine qui a eu beaucoup de succès, où alors là, l'accent était mis un peu moins sur la gloire de la Grande-Bretagne, mais un peu plus sur les leçons que pouvait tirer le successeur américain de l'Empire britannique. Mais tout ça, c'est dans une veine, là pour le coup, un peu chauvine britannique, mais c'est quand même un ouvrage qui soulevait un certain nombre de questions intéressantes sur l'impact qu'ont pu avoir les empires en général sur la mondialisation, et c'est quelque chose qu'on retrouverait en fait, ça reflétait une tendance lourde à la façon dont les historiens de langue anglaise approchaient ces sujets. Donc ça, c'est d'où je venais. En même temps, je veux quand même dire, je me moque un peu de Niall Ferguson, mais je veux rendre hommage à cette historiographie parce que elle a été très utile pour... Elle a posé des nouvelles questions et elle a fait émerger un nouveau regard sur ce qu'était la Grande-Bretagne au XIXe siècle et par contre-coup ce qu'elle est aujourd'hui. Je n'essaie pas de dire que inconsciemment j'aimerais vendre autant d'exemplaires
que Niall Ferguson, parce que on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Bon, ça c'était un peu en guise d'introduction, et dans le reste de cette présentation, je voudrais juste défendre deux idées, simplement. La première, c'est... Je vais essayer de vous montrer comment... Je vais essayer de suggérer comment prendre en compte cette dimension informelle, non officielle de l'impérialisme, aide à mieux comprendre et à mieux apprécier la contribution donc de la France à ce qu'on appelle souvent la mondialisation du XIXe siècle. Et dans un deuxième temps, je voudrais aussi esquisser comment cette dimension informelle, par un espèce d'effet retour, a pu aussi façonner la France contemporaine. Donc comment, un peu comme ce que je vous décrivais pour la Grande-Bretagne, comment est-ce que prendre en compte cette dimension aide à porter un nouveau regard sur la France au XIXe. Donc sur le premier point, sur la prise en compte de la dimension informelle de l'impérialisme français, juste laissez-moi évacuer la question de la définition, parce qu'on utilise déjà beaucoup ce mot. Informel, ça veut dire quoi ? C'est un empire informel, c'est une situation de domination impériale sans annexation, sans extension de la souveraineté de la puissance impériale. Et c'est un concept qui est complètement central, fondamental dans les débats d'histoire impériale britannique, depuis la parution d'un article très célèbre par Ronald Robinson et Jack Gallagher en 1953, The Imperialism of Free Trade. Et c'est derrière toutes ces couvertures de livres, s'appuie en fait là-dessus pour parler de l'impérialisme britannique, ce que je venais de vous montrer. Mais ça n'est pas non plus un concept britannico-britannique. On le retrouve non seulement chez les Américains, mais par exemple, un historien allemand, et pas des moindres, comme Jürgen Osterhammel, donc celui qui a écrit quand même, je pense, c'est un des livres les plus importants sur le 19e siècle, la transformation du monde. Lui, il avait fait ses premiers travaux, c'était sur la domination informelle européenne en Chine. Il l'avait fait d'ailleurs en Angleterre. Donc, ça n'est pas juste un concept anglais. Pour bien comprendre le concept, il y a une très bonne image dans ce célèbre article de 1953 que je vais réemployer. C'est l'image de l'iceberg. Si on conçoit un empire comme un iceberg, la partie formelle, c'est la partie émergée, et donc visible. Mais la partie, alors que l'empire informel, c'est la partie immergée. Mais comme vous le savez, la partie immergée est souvent bien plus grande que la partie émergée. Donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé cette métaphore que je peux reprendre ici. Et donc ça a été utilisé, ce concept, beaucoup par les historiens de l'Empire britannique, mais dans plein d'autres champs en fait. Ça a été utilisé pour étudier l'impérialisme américain au XXe siècle, notamment en Amérique latine, l'impérialisme soviétique en Europe de l'Est et au-delà. Même il y a de manière plus controversée autour de l'impérialisme, de l'empire que pourrait avoir l'Union européenne. Il y a des livres sur l'impérialisme informel japonais, etc. Mais en fait, très peu, des petites choses ici et là, mais très peu de travaux sur l'impérialisme informel français. Si vous voulez, dans les questions, on peut revenir au pourquoi. Je n'ai pas de réponse évidente, mais j'ai des idées sur pourquoi, en 70 ans, c'est très vieux comme concept, pourquoi est-ce qu'on l'a si peu utilisé dans le cas français. Et donc, mon livre, il essaie de montrer que c'est une omission importante, grave, parce que l'iceberg impérial français au XIXe siècle, pendant la plus grande partie du XIXe siècle, je devrais dire, était encore plus immergée, la partie immergée était encore plus grande proportionnellement que pour l'iceberg impérial britannique. Et donc ça le rend encore plus discret, même si à beaucoup d'égards, je vais avoir que le temps de le suggérer, c'était un impérialisme extrêmement efficace. Et donc, dans le livre, je fais ça en 5 temps. D'abord, je reviens sur les concepteurs, les inventeurs de cet impérialisme de velours, parce que pour moi, c'est important de montrer que c'est pas juste un concept qu'on projette sur le passé, c'était quelque chose qui avait été imaginé par les acteurs de l'époque, notamment
des économistes ou des hommes politiques de premier plan. Ça commence avec un cercle d'intellectuels autour du prince de Talleyrand, personnage un peu inévitable en termes de politique étrangère et impériale française. Puis ça continue avec des économistes libéraux, saint-simoniens, pas des noms qui soulèvent l'enthousiasme, Michel Chevalier, Paul Leroy-Beaulieu, mais des personnages très très influents et qui avaient, pour moi c'est ça qui était important, qui avaient accès, qui étaient proches du pouvoir et qui étaient influents avec le pouvoir et qui ont façonné la politique française dans cette période du tout début du 19e jusqu'aux années 1870. Et aussi, ce qui n'est pas anodin quand on parle d'empire, c'était des individus qui tous s'intéressaient beaucoup aux nouvelles idées autour des inégalités entre les races, ce qui est quand même un marqueur de pensée impériale au sens large important. Ensuite, ça c'est peut-être ma formation anglo-saxonne, je lance une espèce de contre-attaque préventive, c'est un concept cher à la politique américaine, contre l'objection la plus évidente qu'on pourrait faire à la thèse du livre, qui est celle de l'Algérie dans cette période. D'accord ? Et il ne s'agit pas du tout pour moi de nier l'importance de l'Algérie, de ce qui s'est passé, ou de l'intensité coloniale très formelle pour le coup, de ce qu'a été l'Algérie coloniale. Mais en fait, j'essaie de montrer que ça n'a pas été au départ délibéré et que c'était le résultat de l'échec d'une tentative de domination informelle. C'est-à-dire que le projet de départ, je reviens sur beaucoup de vieilles sources pour en faire une nouvelle lecture, pour montrer que l'objectif, c'était pas de faire de l'Algérie la France, l'Algérie c'est la France, l'objectif c'était de placer l'Algérie sous une forme de domination française. Ensuite, dans les 3 temps suivants, j'examine il pourrait y en avoir d'autres, mais 3 des principales modalités de cet impérialisme informel. D'abord une modalité commerciale, avec un dynamisme commercial qui est souvent un peu, je reviendrai sur pourquoi, il a un peu négligé dans l'histoire économique de la France, où on présente plutôt la France comme en retard, essayant de rattraper la Grande-Bretagne. Mais moi j'insiste sur les atouts et le succès de l'économie française, au moins jusqu'à la fin des années 1860, où en fait les exportations de la France rattrapent presque celles de la Grande-Bretagne, au moment où la Grande-Bretagne est censée être le grand atelier du monde. Et ça, elle le fait par des produits de luxe, de demi-luxe. Les exemples, c'est... parmi les meilleurs exemples, il y a le champagne. Alors en anglais, j'ai un bon jeu de mots sur on parle de champagne capitalism. C'est un bon jeu de mots en anglais parce que champagne socialism, c'est la gauche caviar. En français, c'est intraduisible et donc je parle plutôt de capitalisme ostentatoire. Mais un autre exemple important, ce serait les soieries ou les vins, au-delà du champagne, les vins fins. Et cette concentration sur les produits de luxe et de demi-luxe qui caractérise déjà le commerce français, elle va de pair avec une stratégie de séduction des élites locales dans les pays amis ou clients. Et c'est aussi à ce moment-là que le français, qui était déjà une langue internationale au sens où c'était la langue des aristocraties européennes, c'est le moment où le français se répand avec les produits français, qui sont souvent des produits culturels d'ailleurs, se répand au-delà de l'Europe, en particulier dans le monde musulman et en Amérique latine. C'est le moment où le français devient une langue mondiale. La deuxième modalité, elle est financière. Alors là, je ne vais pas vous embêter avec la dimension technique, mais encore une fois, à la fin des années 1860, là pour le coup, la France dépasse même la Grande-Bretagne pour l'exportation des capitaux. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que même le concept même d'impérialisme, quand il est apparu vers 1900, c'était un concept qui parlait de finance. Il n'y a pas on peut pas. Je sais qu'ensuite on est passé à des sujets plus culturels, mais la finance est vraiment fait partie de toutes les grandes définitions. Si vous pensez au texte de Lénine sur l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, il faut qu'il y ait de la finance. Et là, pour le coup, le modèle français que je décris est incroyablement tourné vers l'exportation de capitaux, une exportation de capitaux sous forme de prêts à ses États amis et clients, qui sont donc une épargne française qui est dirigée par le gouvernement
pour favoriser ses objectifs géopolitiques. Et la dernière modalité que je voulais évoquer, elle est juridique. C'est une espèce d'emprise que la France essaie d'exercer à travers l'expansion de la juridiction extraterritoriale, en particulier dans le monde musulman. La France n'était pas la seule à faire ça, mais elle le faisait d'une manière particulière. Et j'utilise ça pour étudier ensuite sur un terrain concret comment ça marche, l'empire informel. Et je me penche sur le cas de l'Égypte, qui était la colonie informelle française la plus aboutie, si vous voulez, à la fin des années 1860, début des années 1870, donc à l'époque autour de la construction du canal de Suez. Et ensuite, peut-être juste, j'ai oublié de justifier, d'expliquer pourquoi ce titre de velours, en fait, c'est pour deux raisons en même temps. De velours pour suggérer la dimension douce de cet impérialisme, mais douce, il faut faire attention, c'est pas juste du soft power, c'est aussi, ça s'appuie toujours sur une puissance militaire qui est soit sous forme d'intervention ponctuelle ou de menaces militaires. C'est ça qui en fait de l'empire plutôt que de la simple influence politique. Et velours aussi parce que le velours, à l'époque, était fait essentiellement de soieries, qui, comme je vous l'ai dit, était l'une de ces grandes exportations françaises. Et même, il y avait un art, c'était une spécialité très lyonnaise. Et il y avait même cette tradition qui s'est interrompue dans les années 1870 de faire des portraits, des tableaux en velours. Là, je vous en ai mis en illustration, en face à face, Napoléon Ier et son neveu Napoléon III, dans un des espèces de chefs-d'œuvre présentés à l'exposition universelle de 1855. L'apogée en fait de cet empire de velours, justement, il a lieu sous le règne de Napoléon III, et ce tableau de Jean-Léon Gérôme évoque bien, je crois, comment on peut prétendre à un statut impérial sans colonisation formelle. La réception des ambassadeurs siamois par Napoléon III. Alors c'est un tableau c'était très explicite chez Gérôme. En fait, il essayait de faire écho à un tableau que vous connaissez, le Sacre de Napoléon Ier. Donc c'est vraiment la restauration de la dignité impériale française, mais à une échelle mondiale. Le Siam, évidemment, c'est la Thaïlande. C'est un tableau intéressant parce qu'en fait, ce qui se passe sur le tableau, c'est la ratification d'un traité de commerce, de ce qu'on appelle un de ces traités inégaux, signé avec des pays asiatiques. Il est intéressant aussi parce qu'il évoque bien la dimension culturelle de ce qui se passe. Au milieu, on peut voir, si vous regardez bien, il y a un abbé, il y a tout un rôle des missionnaires et de la religion catholique dans cet empire informel. Ensuite, c'est comme dans la Maxime, il n'y a pas loin du Capitole à la Roche-Tarpéienne. Et cet empire informel, il s'effondre pas longtemps après. Et c'est pour ça que je vous montre là ce tableau de Manet. C'est aussi pour vous montrer un art, à mon avis, de meilleure qualité. Je préfère Manet à Gérôme. Mais ceci dit, il pensait que Gérôme, il faisait partie aussi du succès commercial de la France de l'époque. Les reproductions de ces tableaux se vendaient comme des petits pains. Manet, il n'a jamais rien vendu de son existence. Il était républicain. En fait, ce tableau fait allusion à l'échec d'un des plus grands projets d'empire informel français, la tentative d'établir une monarchie mexicaine sous protection française, qui se termine, vous voyez, par le désastre de l'exécution de Maximilien, l'empereur protégé par la France. C'est un projet, souvent, quand on le voit apparaître dans l'histoire, cette histoire du Mexique, on dit c'est une aberration, une aventure. Mais en fait, si vous rentrez dans le projet d'un empire informel, très économique, où il s'agit de contrôler les points importants de l'économie mondiale, c'est un projet qui fait complètement sens. Parce qu'il s'agit à la fois de contrôler l'Égypte et le Mexique, les deux grands canaux interocéaniques qui vont être contrôlés. Donc ça fait partie d'un projet d'ampleur mondiale.
et c'est pas parce que ça se termine mal que c'était un projet absurde. Ensuite, après l'effondrement de cette entreprise mexicaine, on a toute une série de désastres politiques. Évidemment, la guerre de 1870, qui n'est pas importante seulement en raison de la défaite, mais de tout ce qu'elle va impliquer pour le prestige français à l'étranger, du modèle français, et qui réduit beaucoup son attractivité. Mais je ne veux pas dire que les causes sont seulement contingentes, il y a aussi des causes plus profondes. Il y a même des causes environnementales derrière l'effondrement de ce modèle français, parce que, je vous ai dit, les principales exportations, c'était le vin et les soieries. Qu'est-ce qui se passe? C'est la culture extrêmement intensive du mûrier pour la soie, de la vigne dans le sud de la France. Ça déclenche les premières grandes maladies industrielles, la pébrine, et puis un peu plus tard, le phylloxéra. Mais c'est assez évocateur de l'intensité de ce modèle. Donc, ces empires informels, invisibles, ils ont tendance à s'effondrer assez rapidement. J'ai parlé de la dimension financière, ils ont aussi un côté grande spéculation, et comme les bulles spéculatives, ils éclatent et s'effondrent. Et là, je vais un peu vite, mais c'est suite à cet échec, finalement, que s'impose la frénésie coloniale de la fin des années 1870, début des années 1880. Mais là, ce qui est, à mon avis, utile, ce que je peux un peu apporter à une autre historiographie, c'est que cette frénésie n'est pas seulement quelque chose de positif qui émerge comme ça, c'est aussi une réponse à une forme d'échec de l'empire précédent. Et ça, c'est présent dans toute la littérature sur l'empire informel. On fait de l'informel si on peut, parce que ça coûte moins cher et ça rapporte plus, et on passe au formel si on n'a pas d'autre solution. Quand je dis tout ça, je ne veux pas du tout dire que l'empire colonial est sans importance. Il s'agit pour moi de compléter, compléter cette histoire plus grande, histoire impériale de la France. Alors tout ça, c'était la trame du livre. Maintenant, je voudrais juste souligner ou évoquer rapidement ce que tout ça peut apporter, ce que ça peut nous aider à comprendre sur les origines globales, externes, de ce qui a contribué à façonner la France contemporaine. Donc il ne s'agit plus de franciser l'histoire de la globalisation comme je le faisais, mais plutôt là de contribuer à un effort pour globaliser l'histoire de France. Alors, les historiens de l'empire colonial français l'ont déjà fait en partie, peu parmi mes collègues de manière aussi distinguée que Pierre Singaravelou à mes côtés. Mais en fait, je pense que leurs efforts souffrent d'un handicap, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup fait en Grande-Bretagne et en histoire britannique, mais ils souffrent d'un handicap parce que l'empire colonial français, il est relativement impressionnant sur la carte. Alors, la carte produire ces cartes faisait partie de l'objectif, mais donc on pouvait vous dire la France a le second empire colonial du monde, mais là je vais juste un peu plagier ce que Voltaire disait déjà sur le Canada au XVIIIe, mais c'était beaucoup d'arpents de sable, l'empire colonial français. Et en fait, si on a une vision plus démographique et économique, vous voyez, je vous ai mis les chiffres, l'empire colonial français en 1914, c'était 15 fois moins de colons, 10 fois moins de sujets coloniaux que l'empire britannique. Donc finalement, ce n'est pas étonnant que cet empire colonial ait eu un impact moindre sur la métropole que l'empire britannique. Mais ça, c'est l'empire émergé. Et je pense que on peut changer cette histoire si on prend en compte cette dimension immergée dont je vous ai parlé. Et donc l'idée, c'est d'aider à combler un peu ce déséquilibre. Et par ce moyen, en fait, ça permet de révéler un certain nombre de choses. En faisant ce détour par l'empire informel, on peut porter ce regard un peu nouveau sur l'histoire de France elle-même au XIXe. J'ai déjà évoqué le fait cette spécialisation de la France dans le luxe et dans le demi-luxe.
c'est pas quelque chose qui remonte à l'empire colonial, mais c'est quelque chose qui remonte plutôt à la période que j'étudie. Et c'est d'ailleurs c'est intéressant parce que ça permet aussi de réévaluer, de révéler le rôle des femmes dans l'histoire économique française. Alors les historiens économistes, qui sont souvent quand même des hommes, quand ils ont parlé de développement économique français au 19e, ils ont toujours été dans cette comparaison aussi avec la Grande-Bretagne, mais comparer les mines de charbon, les grandes usines. Ce qu'il y a derrière la prospérité et l'essor commercial français dont je vous ai parlé, c'est autre chose. J'appelle ça parfois un complexe artistico-industriel, un complexe dans lequel les femmes jouent un rôle énorme à plein de niveaux, à la fois parfois souvent comme productrices, ou même comme fournisseuses de services, puisque je ne parle pas que de produits matériels. L'une des spécialités françaises du 19e, c'était la prostitution. Non, mais c'est vrai, on n'a pas de chiffres exacts sur ce que ça apportait à la balance des paiements français, mais on peut en être certain. Mais les femmes jouaient d'autres rôles là-dedans, notamment parce que c'est un modèle, ce que même les commentateurs anglais de l'époque disaient, c'est que la France était très forte pour leur spécialité. C'était Walter Bagehot, celui qui a fondé le journal The Economist. Il disait la France, c'est les meilleurs du monde pour susciter du désir. Et susciter du désir, c'est quand même une partie importante du capitalisme, on le sait aujourd'hui. C'était par ailleurs, c'est une bonne référence parce que Bagehot était un chauvin britannique complet, mais il reconnaissait cette supériorité économique à la France. Donc c'est un peu ça que j'étudie et qui est derrière la projection de cette puissance informelle. Et les femmes jouent aussi un rôle particulier puisque la valeur des marchandises françaises, valeur un peu subjective, elle reposait sur cette idée du bon goût. Même les économistes français comparaient parfois le bon goût français aux ressources de charbon de la Grande-Bretagne. C'était notre atout. C'est une ressource un peu évanescente, mais je vous ai mis ce portrait qui est assez fascinant, que vous avez probablement déjà vu, d'Ingres, de Madame Moitessier, parce qu'elle était, à la fin de la monarchie de Juillet, elle était mariée à un banquier, et elle était considérée comme la reine du bon goût parisien dans les années 1840-1850. Alors évidemment, personnellement, c'est pas tout ça, c'est pas mon goût aujourd'hui. Le bon goût, ça change, mais c'est très suggestif. C'est suggestif de beaucoup de choses, dont le rôle des femmes dans ce modèle. Mais au-delà des questions de genre et de l'oubli et peut-être de la tendance à négliger le rôle des femmes, je pense qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on a un peu refoulé cet impérialisme informel. Pour ça, je veux juste revenir sur le tableau de Jérôme, parce qu'il est intéressant pour d'autres raisons que celles que j'ai évoquées. C'est le contexte, qui est le contexte de la cour, et donc de la monarchie. Et je suis désolé de vous infliger cette croûte encore une fois, mais bon, elle est utile. On peut en débattre après. Donc l'Empire, il est restauré, mais dans un cadre monarchique. Et en fait, beaucoup des choses dont je viens de vous parler, et toute la dimension commerciale et financière, a beaucoup à voir avec l'ancienne économie de cour, qui est prolongée, amplifiée même, par les nouvelles monarchies réinventées du début et du milieu du 19e siècle. Et parce que ce sont des monarchies qui ont édifié cet empire. Il y a des éléments qui remontent au Premier Empire, d'autres à la Restauration, d'autres à la monarchie de Juillet, et donc l'apogée atteinte sous Napoléon III. Et je pense que on voit aussi d'ailleurs cette dimension monarchique, en fait. Pardon, là c'était la dimension religieuse, qui a aussi avec la dimension catholique, qui va avec cet élément qu'on a peut-être envie de refouler. Mais la dimension monarchique, elle est aussi présente dans le tableau de Manet, puisqu'évidemment, on exécute un empereur. Et cette entreprise du Mexique, elle était beaucoup motivée par l'idée qu'il fallait que les peuples latins aient une monarchie. La République, ça ne marchait que sur les peuples protestants et anglo-saxons. C'était la justification idéologique de cette expédition. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle était très impopulaire en France. Et c'est en partie pour ce message politique que, je vous ai dit, Manet, il n'a jamais vendu
une seule toile. En fait, celle-ci, c'est la seule où il a tenté de faire des gravures à partir de cette toile pour la vendre à la fin des années 1860. Et évidemment, ça a été interdit par la censure. Hein. Et la censure, c'était pas seulement parce que ça évoquait un échec du Second Empire, parce que on voit pas très bien le visage de l'empereur. Qu'est-ce que c'est cette idée qu'il faut exécuter un empereur? Et Manet est très républicain, donc il y a cette dimension politique derrière qui soutient l'empire informel français et qui explique aussi, je crois, pourquoi on n'en a pas, on n'aime pas beaucoup en parler. Je ne veux pas dire qu'il y a une conspiration du silence là-dessus, parce que tous ces événements, ce que j'ai fait, c'est beaucoup du travail de connexion d'éléments déjà connus. Je vais aller rechercher quand même quelques nouvelles sources, mais c'est pas une conspiration du silence. Mais je pense, là, pour moi, c'est le principal effet retour de cette étude de l'Empire informel, ce que j'ai trouvé le plus utile pour comprendre l'histoire de France, c'est que l'histoire de France au XIXe siècle, je trouve qu'elle reste quand même souvent écrite comme à la recherche de la République perdue. On est en 1789 et on attend qu'enfin on ait la République retrouvée, bien établie dans les années 1870. Et moi, au contraire, je dis que tout ce qui s'est passé entre 1815 et 1875, ou même 1800 et 1880, c'est pas des erreurs qui ont été faites, c'est des éléments qui ont façonné la France contemporaine, à la fois sur les plans politiques, économiques, sociaux, culturels. Et même si je comprends qu'on préfère parler des républicains, des révolutionnaires, mais ce sont des vaincus pendant cette période. Et ce qui est important pour comprendre l'attractivité du modèle français, comment est-ce que la France réussissait à l'époque à forger des alliances, trouver des États amis, fabriquer des États clients, c'était précisément parce qu'elle incarnait pas seulement la monarchie, mais une monarchie réconciliée avec la modernité et avec le capitalisme. Une forme de monarchie qui marchait dans la modernité, si vous voulez. Alors, il y avait déjà la monarchie britannique, c'est vrai, comme modèle, mais là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que, on le voit dans beaucoup de cas, les élites étrangères, elles se méfient un peu de la Grande-Bretagne parce qu'elle est trop libérale. Et en particulier, la Grande-Bretagne, elle est dans cette croisade tout au long du siècle contre le travail, contre l'esclavage ou les formes de travail obligatoires, alors que, je suis désolé de le dire, mais la France, ça les embête beaucoup moins. Par exemple, au Brésil, la francophilie des élites brésiliennes au long du 19e siècle, qui a été bien étudiée, elle vient beaucoup de ça parce que c'est un régime, c'est un pays qui, jusque dans les années 1880, repose sur l'esclavage. C'est vrai aussi en Égypte, autour de la corvée, qui est très importante dans l'économie égyptienne. Donc, quelque part, la France, vous voyez, ce qui attire dans la France, c'est pas le pays de 1789. C'est le pays qui a surmonté 1789 et qui a su maintenir des formes de hiérarchie sociale. Donc, c'est une idée dont on peut discuter, mais qui, je pense, apporte quelque chose de neuf. Je précise que, personnellement, je suis pas... on disait que j'étais anglais, je suis pas du tout monarchiste moi-même, d'accord, ma femme, qui est anglaise, m'a d'ailleurs beaucoup grondé parce que je suis resté assez indifférent à la mort d'Élisabeth II. Donc, c'est pas un compliment et c'est pas du chauvinisme. Mais c'est ce que mon détour par l'Empire informel m'aide à mieux voir sur la France, à savoir qu'elle est peut-être moins républicaine dans sa constitution, constitution au sens général, pas juste droit constitutionnel. Elle est moins républicaine qu'on aime à se le dire. Donc j'ai aucune expertise particulière sur la période contemporaine, mais pour finir, je ne peux pas m'empêcher de signaler un genre d'air de famille entre ces politiques impériales et impériales informelles menées par les monarchies réinventées du XIXe siècle dont je viens de vous parler, et la politique de grandeur de la monarchie républicaine établie par De Gaulle en 1958 et poursuivie par ses successeurs. Là, l'exemple
je suis pas un spécialiste. Là, pour le coup, je ne voudrais pas rentrer dans un débat là-dessus, mais il y a quand même, il y a des spécialistes, il y a des gens bien plus forts que moi là-dessus, mais on pourrait faire beaucoup de comparaisons utiles entre ce qu'on appelle plus ou moins abusivement la France-Afrique, le genre de rapport que la France a su établir avec l'Afrique depuis les années 1960, avec certaines des choses que je décris dans les rapports de la France avec Haïti après son indépendance, avec l'Égypte jusque dans les années 1870, ou dans la tentative qui a eu lieu au Mexique dans les années 1860. Donc pour vraiment conclure, parce que j'aimerais qu'on garde un peu de temps pour les questions, j'ai dit au début que Mélenchon et Zemmour trouveraient tous les deux quelque chose à aimer dans mon livre, s'ils le lisaient. Mais j'irais même jusqu'à dire que Emmanuel Macron, qui lui ne lira, j'en suis sûr, jamais mon livre, mais je pense qu'il devrait le lire, parce qu'il se comprendrait mieux lui-même. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup David pour cet exposé à la fois clair et stimulant. Comme tu l'as dit, nous avons une dizaine de minutes pour un échange. Oui, alors déjà une question ici. Le micro, s'il vous plaît. Non. Alors, peut-être. Ah, bon. Vous avez promis un micro. Oui, on vous avait prévu même 2 micros. Allez-y, peut-être si vous parlez un peu fort. Ou alors, il faut répéter la question. Monsieur Todd, je vous remercie. C'était absolument passionnant. C'est une façon de voir la France du 19e siècle qui est à la fois originale et je dirais même complète. Je suis historien amateur et j'enseigne l'économie en école de commerce. Donc, je merci vraiment beaucoup. C'est à ce titre, justement, qu'il y a un point que vous avez soulevé et que j'aurais aimé que vous développiez rapidement. C'est la diplomatie du franc. Donc, vous en avez parlé dans le premier slide, mais assez peu par la suite. Est-ce que vous pourriez brièvement, parce qu'il y aura d'autres questions, en parler un petit peu plus? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Oui, pour moi, c'est très important. C'est vrai que j'ai été bref dessus parce que j'ai toujours peur en parlant... moi, j'aime bien l'économie aussi. Hein. J'ai une formation, j'étais plutôt économiste à l'origine. Oui, bon, j'ai fait ça, et puis même ensuite, j'ai fait un master d'histoire économique. Mais j'ai toujours peur, même quand j'étais étudiant, que je faisais ce master d'histoire économique, je mentais quand j'allais dans les soirées, je disais que je faisais un master d'histoire de l'art, parce que je trouvais que c'était plus chic. Mais non, c'est un point important, parce que c'est un des éléments les plus innovants de ce modèle d'impérialisme informel. C'est quelque chose qui remonte... Il y a des débats là-dessus dès le XVIIIe siècle, avec la crise financière que connaît la France et qui mène à la Révolution, où on commence à imaginer de nouveaux moyens de mobiliser l'épargne et de lui faire servir des fins politiques. Alors d'abord, pour combler le déficit local, mais comme la France développe au XIXe un énorme excédent d'épargne, pour différentes raisons, en partie en raison de son régime démographique, qui explique d'autres choses, hein, dont par exemple le rôle des femmes, parce que les femmes ont beaucoup moins d'enfants, donc elles sont quand même, ça les rend plus disponibles pour participer. Mais ça explique, il y a un moment quand la croissance démographique baisse, où ça crée un surplus d'épargne. Il y a aussi le mode de croissance de la France qui ne demande pas, puisque ce n'est pas des grosses usines, ce n'est pas ces mines de charbon, ça demande de l'investissement en capital qui est assez peu coûteux. Donc, il y a une partie énorme des profits qui peut être réinvestie. Et réinvestie où? Puisqu'il y a peu d'opportunités d'investissement en France, à l'étranger. Donc, la France développe cette capacité à exporter beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont le gouvernement français, ça commence dès la Restauration. En fait, c'est pas anodin, mais ça commence avec l'opération de la reconnaissance de l'indépendance de Haïti en 1825. Où là, le ministère des Finances établit tout un régime qui autorise indirectement ces opérations et qui autorise l'achat de certaines dettes étrangères, de pas toutes. Et donc, ce qui lui permet de canaliser l'épargne vers les pays où il a envie que l'épargne française s'investisse.
Et parfois, quand on va il y a les archives du ministère des Finances malheureusement ont brûlé en 1870, mais il y a des épaves qui ont survécu. On peut voir, ils savent très bien que c'est des investissements désastreux, mais ils continuent à l'encourager parce que ça sert les objectifs géopolitiques de la France. Et ça se voit à Haïti en 1825, dans l'Empire ottoman, en Égypte, le Mexique. C'est aussi un régime qui est soutenu par des vastes campagnes d'emprunt. Donc c'est ça que j'appelle une diplomatie du franc, presque avant la lettre. Ça culmine tout ça dans un épisode qui est souvent aussi oublié, ce qu'on appelle l'Union latine, l'Union monétaire latine, dans les années 1860, donc, toujours à l'apogée de cet empire, où on essaie en gros d'établir un étalon franc. Ils vont adhérer plusieurs pays, on appelle ça l'Union latine, parce que la Belgique, la Suisse, l'Italie en font partie, mais ça se répand. Il y a d'autres pays, la Roumanie aussi, y adhère. Il y a un projet d'unifier monétairement déjà l'Europe, mais autour du franc. Évidemment, les Anglais refusent, ils ne participent pas. Mais même les Allemands sont tentés. Et à l'époque, la France, en plus, a un étalon or-argent qui donne une place particulière à la place de Paris, parce que la moitié de la planète est sous étalon or, la moitié argent. Il faut passer par Paris pour beaucoup de transactions. Et c'est aussi derrière l'expédition du Mexique, parce qu'il faut les mines d'argent pour maintenir ce double étalon. Donc tout se tient, en fait. Et donc ça culmine avec ce projet d'union monétaire latine, mais ça va aussi... Ça ne va pas complètement disparaître, parce qu'on sait que sous la Troisième République, on a encore une diplomatie du franc qui va continuer, mais le gouvernement sera moins interventionniste. La grande exception à tout ça, c'est un élément mieux connu, c'est les emprunts russes, à la fin de la période. Et les emprunts russes, en un sens, c'est dans la continuité de ce dont je vous parle, mais c'est beaucoup moins net, parce que le gouvernement est beaucoup moins interventionniste en fait là-dessus, et ce qui a plus lieu, c'est une manipulation par le gouvernement russe de l'opinion française, en intervenant, ça a produit des scandales. Donc il y a encore une manipulation, et probablement avec un consentement tacite du gouvernement, mais il y a moins de continuité qu'on ne croit, mais ça explique aussi ce qui va se passer avec les emprunts russes. Voilà, pardon, j'étais un peu long dans ma réponse, mais parce que c'est un sujet... Moi, je m'empêche de parler d'économie, mais quand on me demande, je vais. Le monsieur juste au premier rang. Oui, merci pour votre exposé. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi qu'un des principaux apports de vos travaux, qui vous distingue de l'historiographie française, c'est d'avoir pensé l'ensemble du projet colonial français, je dirais première et deuxième colonisation, comme un tout. Alors qu'en France, on a eu, depuis l'idée coloniale en France et autres travaux, tendance à réduire la réflexion sur cette période coloniale à la période post-Troisième République. Donc, pensez comme un tout. Et c'est un collègue, Marcel Dorigny, disparu aujourd'hui, qui avait attiré mon attention sur vos premiers articles en anglais il y a 15 ans ou quelque chose comme ça, qui montrait qu'il y avait une continuité et que aussitôt l'épisode révolutionnaire français qui avait mis fin aux colonies, donc vous montriez que c'était quelque chose qui était pensé dès l'époque de Napoléon et de la Restauration, de reprendre ce qui avait eu lieu sous l'Ancien Régime, donc penser comme un tout. Penser comme un tout, et les continuités. Et dans vos réponses, quand vous parlez de Saint-Domingue et de ce qui est arrivé après l'indépendance de Haïti, ça confirme cette même idée, me semble-t-il. Merci beaucoup pour votre question. Vous me comprenez bien, vous arrivez à me lire mieux même que je me décrivais, parce que c'est vrai que c'était un de mes points de départ. C'était cette question de la continuité, parce que, peut-être pour des raisons évidentes, dans l'historiographie anglophone de la Grande-Bretagne, ils ont moins tendance à diviser ce qui se passe avant et après 1789. Mais quand même, je ne veux pas exagérer, je ne suis pas le premier à dire qu'il faut essayer de regarder au-delà des discontinuités de 1789. Tocqueville, pour citer un petit nom,
a dit sur un sujet différent, il avait quand même déjà dit ça. Il y a d'autres il y a une historienne que Marcel Dorigny, que vous venez de citer, aimait beaucoup, une collègue qui s'appelle Pernilla Rueux, qui est danoise et en poste à l'université de Pittsburgh, mais qui travaillait beaucoup avec Marcel Dorigny, et avec qui j'ai moi-même travaillé. Et donc, on avait des questionnements communs. Elle travaillait plutôt, elle regardait les choses plutôt du XVIIIe siècle. Elle regardait qu'est-ce qui, dans le XVIIIe siècle, annonçait déjà beaucoup de ce qui allait se passer au XIXe. Et donc, moi, je faisais le même chemin dans l'autre sens. D'ailleurs, Marcel Dorigny faisait partie de ces discussions. Peut-être Pierre se souvient qu'on avait, quand nous étions encore de jeunes doctorants à la recherche de postes, on avait organisé un atelier que j'avais trouvé, qui pour moi a été très important sur, on appelait ça, je crois, l'internationalisation de l'histoire de France, où on avait invité Marcel Dorigny. Et on avait parlé de ces choses-là. Donc vous avez complètement raison sur cette question de la continuité. Mais en fait, c'est à partir de là que j'en suis arrivé à me reposer surtout sur l'empire informel. Parce que quand ce concept a été inventé, c'était par ces historiens britanniques Robinson et Gallagher, c'était pour aller contre une vision de l'impérialisme de la fin du XIXe siècle comme sortant de nulle part, comme disant « Ah, c'est tout nouveau ». La Grande-Bretagne, elle est libérale, libre-échangiste, elle ne s'intéresse pas à l'Empire au milieu du XIXe siècle. Ils ont dit non, elle fait l'Empire, mais d'une autre manière. Donc leur objectif, c'était déjà de rétablir la continuité. Et donc, en fait, j'ai quand même un peu travaillé pour adapter, mais j'ai beaucoup repris cette idée-là en l'appliquant à la France. Mais je crois que fondamentalement, ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur à la recherche de la République perdue, de 1789 à 1870, c'est l'idée qu'avant et après 1789, ça n'a rien à voir. C'est quand même souvent un problème. Essayer d'aller au-delà de cette vision, ça permet d'avoir de nouvelles idées sur la France contemporaine. Merci. Alors, il y a plusieurs questions. En haut, le monsieur... Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Tout en Merci. haut. Et puis la dame. Ah, d'accord. Alors peut-être, allez-y, monsieur, et puis ensuite. Oui, dans votre présentation d'un empire de velours, vous avez, à travers l'évocation de Talleyrand et de Jérôme, mais aussi l'importance du rôle de la diplomatie. Par ailleurs, vous avez évoqué l'importance du rôle du franc. Et vous n'avez rien dit sur un élément de projection essentiel de l'empire de velours, et même l'empire de velours, je reste sur ce terme-là, qui est la marine. Capacité de projection. Cette capacité de projection à cette époque-là, c'est que la flotte, d'abord la France n'est pas réputée, du moins pour public, d'avoir une flotte particulièrement qu'on équipe véritablement. Alors, merci beaucoup pour cette question. C'est une très bonne question. Alors là, je ne suis pas du tout un historien militaire, moi-même, mais je me repose sur les travaux d'autres qui connaissent ces choses-là. Je comprends très bien votre question, mais en l'occurrence, la période dont on parle, c'est une période de révolution technologique majeure dans la marine, puisque c'est le moment du passage à la vapeur et à la cuirasse. Et les Français, dès les années 1840, sont très excités par ça, puisqu'ils se disent c'est le moment de combler notre retard sur la Grande-Bretagne. Et ils lancent beaucoup de projets. C'est la France qui est la première, c'est quelque chose qui est conçu sous la monarchie de Juillet et qui va aboutir au début des années 1850, qui construit les premiers cuirassés à vapeur avec blindage. Et donc il y a un moment où l'amirauté, il y a une historienne, Michel Battesti, qui avait fait une thèse en 2 volumes, qui regarde ça et qui est allé voir les archives britanniques. Les Britanniques sont paniqués par les progrès de la marine française. Donc en fait, pendant la guerre de Crimée, par exemple, les bateaux, il faut passer c'est d'actualité de parler de la guerre de Crimée. Donc, pendant la guerre de Crimée, c'est des bateaux français qui doivent remorquer les bateaux anglais à travers les détroits pour les amener dans la mer Noire. Pour les Anglais, c'est une humiliation terrible. Donc, parce qu'il y a ce changement technologique, à ce moment-là, en fait, l'avantage qu'avait la Grande-Bretagne est tout d'un coup presque effacé. Donc, donc, ce que vous dites, je comprends très bien, mais vous avez raison que la marine est très importante dans tout ça, parce que j'ai dit, c'est empire de velours, mais il faut c'est un empire informel. Il y a toujours au moins la menace armée derrière, souvent des interventions,
mais il faut de la menace armée, et il n'y a pas de menace armée crédible pour projeter sa force militaire sans marine. Mais par ailleurs, il faut voir que c'est vrai, même à la fin de la période, finalement, les Anglais rattrapent leur retard très très vite. Et la marine française, je ne dis pas que la marine française était la plus forte du monde dans les années 1860, mais cet empire informel, peut-être quelque chose que j'aurais dû mentionner avant, et ce qui est aussi intéressant, et c'est peut-être aussi une raison pour laquelle on n'en parle pas trop, il n'était pas dans un rapport de conflit avec la Grande-Bretagne. Il était très complémentaire. De même qu'ils étaient complémentaires sur les exportations, les deux pays n'exportaient pas les mêmes choses, ils aimaient bien collaborer. Et là, l'une des choses qui m'a frappé en pensant à toutes ces questions en étudiant le 19e siècle, c'est, alors, si vous étudiez la fin du 17e, au 18e siècle, les guerres, notamment maritimes, entre la France et la Grande-Bretagne, il y en a tout le temps. C'est plus la moitié des années, les deux pays sont en guerre. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 1815, de 1815 à la fin de la période, et en fait jusqu'à aujourd'hui, la France et l'Angleterre n'entrent plus en guerre. Au contraire, elles font beaucoup de guerres, mais ensemble, hors d'Europe. Un exemple parmi d'autres, ce serait la deuxième guerre de l'opium, où les marines françaises et britanniques collaborent. Chacun y a son intérêt. Les Anglais, ils veulent vendre de l'opium. Les Français, ils sont paniqués par la pébrine qui interrompt les approvisionnements en soie pour leur principale industrie exportatrice. Ils veulent la soie chinoise du sud de la Chine. Donc là, on voit que les intérêts des deux puissances impériales vont ensemble. Et je dis, ça encourage à oublier tout ça parce que l'historiographie du 19e, elle est très... elle reste quand même... Elle aime bien parler des animosités nationales. Mais quand on se porte à un niveau plus global, en fait, on voit que ces puissances européennes, ça, Pierre sera d'accord avec moi, sont souvent dans la collaboration contre les autres pays. Donc voilà, merci beaucoup pour votre question. Oui, merci beaucoup. Peut-être d'autres questions. Oui, en haut, allez-y. Oui, vous nous avez invité à faire le lien, en parlant de continuité. Je me posais la question, en vous écoutant, est-ce que vous avez une idée sur comment est-ce qu'un impérialisme de velours au XIXe siècle, au XXe siècle, va conduire à des conflits armés très très violents dans la fin de cet empire? Est-ce qu'il y a eu un changement dans l'idéologie, alors que l'Empire britannique se termine de façon moins violente que Vous voulez parler des décolonisations au XXe siècle? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Moi, je ne parle pas du XXe siècle. Je ne parle pas du XXe siècle. Mais je pense que... en fait, c'est quelque chose que vous retrouveriez... Parce que cette idée d'empire informel, vous la retrouvez aussi chez de nombreux penseurs africains au moment de la décolonisation qui ont peur du néocolonialisme, qui est une autre forme d'empire informel. Vous la trouvez encore sous une autre forme chez Frantz Fanon quand il parle de la nécessité de la violence pour se débarrasser du joug impérial. Ce que je pourrais vous dire quand même sur le XXe, sans être un expert, c'est que peut-être les pays qui n'ont pas pris la peine de se débarrasser du joug français par la violence ont été plus souvent soumis à un joug néocolonial. Peut-être j'emploie des mots trop... Ce qui m'intéresse, c'est la dimension technique. En tout cas, c'était ce que disaient beaucoup de penseurs et de dirigeants politiques africains, d'ailleurs plutôt dans le monde anglophone, parce qu'ils suivaient les débats qui avaient lieu, ils avaient fait leurs études dans ces départements où ils parlaient d'empire informel, et ils se référaient à ce qui s'était passé à l'impérialisme informel du 19e. Ils avaient peur que ça se répète. Donc il y a des liens, mais pour moi, pour le coup, il n'y a pas de contradiction, parce que, par exemple, si vous voulez parler de violence française, c'est l'Algérie quand même, le cas ultime. Mais l'Algérie, j'ai jamais dit, j'ai été rapide dessus. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de questions. En fait, j'avais préparé un dernier. D'habitude, j'ai une question sur l'Algérie, donc là, je le recase. Mais l'Algérie, c'était quand même, on peut dire, le contraire de l'impérialisme informel. C'est un impérialisme ultra formel. Et donc, dans le livre, c'est quand même, on va dire, en fait, c'est pas un problème pour ma thèse. En fait, je l'utilise pour démontrer que ce modèle informel marche très très bien. Parce qu'il y a eu toutes ces tentatives de domination informelle, d'abord avec Abdelkader, en termes de partenariat avec Abdelkader, c'est le projet de départ, pour simplifier. Et ensuite, même sous le Second Empire, il y a cette idée de transformer l'Algérie en royaume arabe. Un royaume arabe. Et donc l'idée, c'est de complètement repousser cette annexion, cette départementalisation
de l'Algérie. Et de faire donc pas de faire de l'Algérie une continuation de la France, mais de faire une région sous domination française. Et cette idée persiste jusqu'en 1870, et c'est vraiment les républicains qui s'opposent à ça dans la fin des années 1860, et qui imposent, qui transforment l'Algérie en ce qu'elle est après 1870. Donc, je ne nie pas du tout ce qui a été écrit sur l'Algérie, l'importance de l'Algérie, la violence dans l'Algérie. Et d'ailleurs, je parle de la violence de l'époque aussi, qui pouvait être très, très dure en Algérie. Mais ça ne veut pas dire que c'était le projet de départ. Là, c'est tout mon livre, il tourne autour de l'idée qu'il faut refuser la téléologie qui dit qu'il faut expliquer les origines de l'empire colonial. Donc on retourne vers l'Algérie comme ses origines. Non, je veux dire, reprenons ce que disaient les acteurs autour de 1830, qu'est-ce qu'ils voulaient faire là-bas, etc. Pardon, je me suis un peu éloigné de votre question parce que je n'avais pas de bons éléments de réponse et parce que je voulais caser ma dernière diapositive. Merci beaucoup, David, pour ton honnêteté. Alors, vous pouvez, juste un mot, vous pouvez poursuivre cette discussion avec David Todd au Salon du Livre, immédiatement.